de découvrir les instants D comme débat, D comme discussion, D comme décryptage, D comme Deborah Nkingi avec son invité. Instant D vous souhaite donc la bienvenue ici. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec Jean-Serge Onyumbe. Qui est-il? Eh bien, je m'étais, je vous laisse découvrir à travers cette vidéo. Natif d'une des communes les plus bouillantes de Kinshasa, cet expert en communication draine derrière lui plus de 10 ans d'expérience professionnelle dans la coordination de la communication des entreprises bancaires et gestion des projets. Un cursus normal. Serge Onyumbe, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été élève du collège Loya, mais également du collège Bosembo avant de décrocher son diplôme en sciences de l'information et de la communication à l'IFASIC, où il poursuit également le 3e cycle. Pétri des talents, Jean-Serge Onyumbe est leader dans sa génération et acteur de la société civile. Voyant que sa chère patrie, la République démocratique du Congo, est en pleine crise de leadership et de modèle politique pour la jeunesse, il crée sa propre œuvre qui n'est plus à présenter. Jeunes et vieux, une structure qui prône la mutualisation d'expériences intergénérationnelles, la réhabilitation des écoles et son combat. Tel un fin pèlerin, Jean-Serge Onyumbe parcourt les pays pour faire entendre la voix de la jeunesse par les truchements de son combat. Il dénonce le méfait de la société et vient en aide aux personnes vulnérables. Un cœur rempli d'altruisme, Onyumbe fait bénéficier de la bourse scolaire à 600 élèves du collège Amour du Prochain à Massina. Promoteur du collège Jeunes et Vieux, la toute première école privée à scolarisation gratuite, il accompagne la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, sur la gratuité de l'éducation des bases en République démocratique du Congo. Homme de terrain, il ne manque pas de faire preuve d'humanisme lors de ses différentes descentes dans les orphelinats de Kinshasa. Marié et père de famille, Jean-Serge Onyumbe déclare ce qui suit. La relève ne passera que par ceux qui sont prêts pour servir la nation. Vous l'avez certainement compris, je vais inviter maintenant notre invité, Jean-Serge Onyumbe, si vous pouvez déjà faire votre entrée. Bonjour, vous êtes les bienvenus ici. Hein? Vainqueur Télévision vous accueille. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre place, hein, juste en face de moi. Voilà. Sinon, vous allez bien, Jean-Serge? Je vais très bien et je l'espère également que vous allez bien. Je vais bien, moi également. Okay. Vous venez de suivre votre portrait ensemble avec nous. J'ai vu que vous avez fait l'IFASIC. Oui, je suis un formé de l'IFASIC. Je suis diplômé en sciences de l'information et de la communication, option communication sociale. Aujourd'hui, je poursuis mes études toujours à l'IFASIC en 3e cycle. Nous attendons la rentrée académique, comme on le dit. Voilà, je suis un produit de l'IFASIC. J'ai également été journaliste comme vous. Ah, ok. Mais pourquoi vous ne pratiquez plus le journalisme en lieu et place de la banque? Non. Le journalisme ne paye pas assez? Non, déjà. Ou ce n'était pas une passion pour vous? Déjà, aujourd'hui, je suis un indépendant. J'ai une expérience en banque. Le journalisme est une passion encore aujourd'hui. La collecte, le traitement de l'information, de la diffusion, ces 3 verbes me manquent, je peux le dire, mais ce n'est pas également interdit qu'avec plus de potentiel, plus de potentialité que nous avons acquise avec notre formation, nous puissions aller plus loin que le journalisme. Et aujourd'hui, nous sommes experts en communication. Nous avons toujours cette matière qu'on appelle information que nous traitons un peu comme vous. Pensez-vous, Jean-Serge Onyumbe, devenu la personne que vous rêviez? Ouf, ça c'est une question à la fois philosophique et existentielle. Je crois que pour tout homme, tout être humain,
aspirer à une grandeur noble et contenue et mesurée et légitime. Comme toute personne, nous avons fait nos devoirs, nous avons été à l'école, nous avons suivi un cursus normal, vous l'avez dit. Nous avons d'abord fait des humanités, nous avons été à l'Institut Abelou, aujourd'hui collège. Hier, c'était encore le collège Bosembo où nous sommes passés. Et après, nous sommes arrivés à l'IFASIC où nous avons étudié. Nous avons accédé à une carrière professionnelle. Nous avons avec nous, humblement nous le disons, près de 10 ans d'expérience en la matière. Et aujourd'hui, je crois que nous pouvons prétendre non seulement rendre service à la nation, mais nous sommes toujours prêts pour mieux faire. Et pourquoi vous soutenez la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de la gratuité de l'enseignement de base, pendant que plusieurs personnes décrient les niveaux de l'enseignement qui est au rabais? Madame, l'éducation est une denrée rare dans une nation parce qu'elle est la clé de beaucoup de problèmes. Pour résoudre des problèmes dans une société, nous devons avoir une population éduquée. Et l'éducation passe par l'école. Bon, certes, il y a les familles qui donnent l'éducation de base, l'instruction, l'enseignement, c'est une question de l'école. Et l'État, tout État, pour les cas d'espèce, l'État congolais, a l'obligation d'organiser ce secteur qui a été trahi. N'oublions pas que l'école congolaise a été trahie. Et lorsque nous avons vu arriver le président Félix-Antoine Tshisekedi et matérialiser, j'ai dit bien matérialiser, une disposition qui était constitutionnelle, parce que les débats, ce n'est pas à ce niveau-là, nous ne pouvions que lui prêter main forte. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place le collège Jeunes et Vieux. Comme le reportage vient de le présenter, le collège Jeunes et Vieux, c'est une école privée à scolarisation gratuite que nous avons mis en place. C'est une première en République démocratique du Congo grâce à notre association Jeunes et Vieux. Cette école, aujourd'hui, l'année passée, nous avons scolarisé plus de 600 enfants congolais, pas très loin d'ici, dans la commune d'Ngiringiri. Mais il faut noter que dans l'élan de soutenir, d'accompagner les chefs de l'État, nous avons eu à organiser des actions de bourses d'études pour d'autres élèves de la capitale et même plus loin dans le Congo profond. L'éducation pour nous est le maître mot autour duquel tout le monde devrait interagir pour justement relever ces grands défis qu'on appelle le Congo. On entame à présent la deuxième partie de notre émission avec ce court-métrage, ces dossiers qui revient sur les maux qui gangrènent la République démocratique du Congo, les maux qui bloquent son développement, les maux auxquels vous et moi, on peut guérir. Instant D, on découvre tous, on se retrouve après. La République démocratique du Congo, un pays aux dimensions continentales, 4 fois plus grand que la France, un pays immensément riche, mais qui contraste avec les vécus quotidiens de sa population, qui vit sous les seuils de la moyenne par habitant. Un fait de hasard ou un mérite. Ici, vivent plus de 80 millions d'âmes, réparties en plus de 400 ethnies. Avec ces richesses diversifiées, la République démocratique du Congo devrait jouer le rôle de la locomotive en Afrique subsaharienne, avec une position stratégique dans la région de Grand Lac. Cet éléphant peine pourtant à se réveiller de son sommeil. Musique, danse, beauté, ambiance qui caractérise certains coins de ces pays appelés à dresser son front, longtemps courbé, des églises à chaque coin des rues, des terrasses, bistrots, pullulent la ville. Des immeubles sortent du sol de Kinshasa et d'ailleurs. Mais les sociales n'essuient pas en dépit de cette adaptation à une vie de misère. La jeunesse peine à prendre réellement la relève. Elle est abandonnée et elle semble être sacrément sacrifiée au détriment des requins qui nagent dans des piscines. La République démocratique du Congo et ses plus de 600 universités et instituts d'enseignement supérieur ne donnent pas le meilleur de soi. Déjà à l'époque où Steve Mbikaï trônait sur les ministères de l'enseignement supérieur, le pays comptait 3000 professeurs,
pour un ensemble de plus de 400 000 étudiants, un chiffre qualifié de très faible, puisqu'un professeur pour 200 étudiants. Le ratio exigé par l'UNESCO est non respecté, d'où la mauvaise condition d'études a pris la relève. Malheureusement, c'est une situation qui perdure. Une fois finies les études, le jeune diplômé ne sait pas toujours, du moins pour certains, les défendre. Défendre, oui, et pour travailler où? Le pays ne sait plus servir ses enfants. Chacun se casse, tant mieux que mal, là où il peut gagner son pain. La jeunesse se tourne vers les lucres. Ici, en République démocratique du Congo, les lucres s'élancer dans la politique, quels que soient les prix, la formation, on s'adapte. Le lendemain est compromis. La musique, le football, devenir pasteur sont des brèches pour cette jeunesse en mal de positionnement. Le vieux ne cède rien. Ils s'accrochent même quand ils n'ont plus rien à donner. La jeunesse aujourd'hui doit se battre pour s'effrayer un chemin afin de prendre réellement la relève, et de par ses idées, de par son implication, et de par son apport, et de par sa participation à la gestion de la cité. À ces jours, la question du chômage touche la jeunesse en plein cœur. Un débat qui enflamme les rues, les salons, puisqu'il touche toutes les familles. Des familles qui ne savent plus à quel sens se vouer afin de parvenir à casser leur progéniture une fois sortis des universités et instituts supérieurs. Conséquence, c'est dans l'informel que la jeunesse se jette. Des diplômés se transforment en vendeurs, à la criée, alors que le chômage en République démocratique du Congo touche plus de 60% de jeunes prêts à entrer dans la vie professionnelle. Aux dirigeants, détourner rationnellement leur ménage, il est vraiment temps. Voilà, un bref commentaire en rapport avec ces dossiers ayant trait au chômage, à la jeunesse que je dirais apparemment sacrifiée. Vous devez savoir, Madame Déborah Nkenge, que la jeunesse congolaise, un peu plus loin, on dira la jeunesse africaine, est victime d'une discrimination. C'est une discrimination parce qu'il y a véritablement une absence de volonté, un manque de volonté pour la mise en place de ce que nous appelons des politiques des jeunesses. Vous parlez du chômage, mais il y a beaucoup encore sur la liste. Il n'y a pas que le chômage. Le reportage a été assez explicite. Nous avons vu qu'il y a d'abord un problème au niveau de l'école, l'encadrement, et même ceux qui vont à l'école, par la suite, il y a un problème de niveau, des compétences. Vous vous retrouvez avec des diplômés qui sont diplômés sur papier, mais en termes de contenu, il y a véritablement un souci. Il y a un gap, comme on dit. Et la difficulté, c'est que quand ces jeunes, besoin d'emploi oblige, se retrouvent face à un entrepreneur, à un patron d'entreprise, il y a véritablement un souci parce qu'on ne sait pas caser quelqu'un qui n'est pas compétent. Mais encore que ce n'est pas tout le monde qui n'est pas compétent. Le peu qui le sont, est-ce qu'ils trouvent de la place dans ces sociétés? Parce que vous avez parlé de vieux qui ne laissent plus la place dans ce reportage, j'ai suivi. Au sein de notre mouvement Jeunes et Vieux, nous prenons la mutualisation d'expériences parce que nous nous disons que les jeunes d'aujourd'hui sont inéluctablement, implacablement des vieux de demain. Parce que les vieux d'aujourd'hui étaient les jeunes d'hier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société devrait s'asseoir sur une mutualisation d'expérience. Ce n'est pas un discrédit que l'on devrait jeter sur de vieux en disant tiens, ils sont là, ils ne font rien, ils ne peuvent rien apporter de plus. Mais il faudrait qu'il y ait un équilibre, un échange d'expérience. Et cet échange ne découle pas de rien. D'autres sociétés le qualifient de conflit de génération qui n'est pas suicidaire pour une société. Elle n'appelle pas une société à mourir. Le conflit des générations, c'est un instant, nous appelons un instant de critique pour une société pour qu'elle puisse
à un moment se remettre en question, se dire est-ce que nous avons fait ce qu'il fallait faire? Est-ce que nous pouvons compter sur d'autres qui arrivent? Est-ce que cette jeunesse qui est abondante, qui a une force, qui a de l'énergie, peut venir mieux faire que nous? C'est à ce niveau-là que nous devons converger. Et les politiques de jeunesse, justement, permettront à ce que nous n'ayons plus des soucis de chômage exposant assez fort comme c'est le cas aujourd'hui. Nous devons avoir des soucis de jeunesse, certes, mais qui tendent à être réduits parce que l'État congolais doit mettre en place les bonnes politiques. Jean-Serge Onyumbe, vous avez vécu à l'époque de Mobutu, j'espère. Oui, j'étais bien jeune, mais j'en connais les stigmates. Que pensez-vous de cette assertion qui dit que notre génération est sacrifiée? Quel a été le mobile, la motivation de cette déclaration? Oui, c'est vrai que je le disais tout à l'heure, j'étais jeune, mais une société sans histoire est appelée à disparaître. L'époque de Mobutu est une histoire pour nous, pour que nous puissions améliorer. Mobutu, nous savons que Mobutu en tant que gouvernant, en tant que régime, a amené le pays à un moment, on dit les années 60, 65 ou 70 étaient des bonnes années avec des bonnes intentions. La zaïrianisation, on le sait, a amené le pays dans cette hécatombe, mais après, rappelons-nous toujours qu'il y a eu la CNS, la Conférence nationale souveraine, qui a fixé un cahier des charges de ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce que nous avons fait de recommandations de l'OBEMA, l'Office de biens mal acquis? Comment nous avons géré les recommandations pour que chacun soit remis dans ses droits, pour que des Congolais puissent se sentir heureux chez eux, pour qu'il y ait plus cet exode intellectuel? Il y a eu des exodes intellectuels de jeunes qui sont partis du pays, des enseignants, des professeurs qui ont trouvé mieux d'aller ailleurs, parce que tout simplement, il y avait véritablement une absence de politique de reconversion de la gouvernance. Mais maintenant, est-ce que nous devons nous arrêter à ce qui s'était passé? Je crois que l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi aujourd'hui, c'est un instant, un momentum qui doit permettre aux Congolais, au Congo, de se relever. Se relever comment? En tenant compte du fait qu'il y a des compétences. Parce que le titre de votre reportage, madame, il dit à quand la relève? Mais il y a des compétences dans ce pays. Il y a ces jeunes, ces femmes, ces hommes qui ont fait des bonnes études, qui ont de la formation professionnelle, qui sont des entrepreneurs, qui sont des modèles, des leaders d'opinion, des leaders sociaux, des leaders économiques, à qui on doit donner la parole. C'est à ce niveau-là que le débat doit se faire. Nous devons avoir dans ce pays des hommes et des femmes qu'il faut, à la place qu'il faut. Et qu'est-ce que vous Serge Onyumbe, oui. Qu'est-ce que vous représentez personnellement pour la jeunesse congolaise? Pensez-vous avoir pionnier sur rue? Oui, aujourd'hui, nous pensons très humblement que nous avons une bonne influence sur cette jeunesse parce que le mouvement Jeunes et Vieux, c'est quoi? Eh bien, c'est un ensemble des Congolais conscients du fait que on doit se lever pour faire quelque chose. Déjà, lorsqu'un Congolais se dit que je dois faire quelque chose, non pas pour moi, mais pour mon environnement, pour mon pays, je pense qu'on a apporté un plus. Nous avons scolarisé, nous continuons à scolariser. Madame, vous savez ce que c'est que l'investissement humain? L'investissement dans le capital humain, c'est la plus grande des richesses que nous pouvons avoir. Si les grandes nations que nous citons aujourd'hui, les États-Unis, la Chine et consorts, sont aujourd'hui sur la première liste des top 5 de grandes nations, c'est parce qu'ils ont misé sur les compétences humaines, sur l'intelligence. Et nous, au sein du mouvement Jeunes et Vieux que nous représentons, nous avons relevé ces défis et c'est un pari gagné parce que nous avons pu scolariser plus de 600 enfants congolais, nous avons un discours politique qui passe, un discours social qui est positif, nous sommes une jeunesse forte, regardez-moi, nous avons de l'énergie, nous avons de l'intelligence, nous avons des compétences et ce serait tort de penser que nous devons nous taire et laisser les Congolais s'imaginer que des rois et des reines sortiront de la poussière. Nous sommes les rois et les reines de demain pour ce Congo nouveau. Êtes-vous crédible? Madame, je pense que c'est auprès de ma société de le valoriser. Parce que la crédibilité, c'est quoi? La crédibilité, madame, c'est le maître mot qu'il y a entre la confiance et la crédibilité. Entre deux entités, nous devons avoir des personnes qui vous font confiance et qui produisent des effets, qui vous donnent foi. Aujourd'hui, nous ne pensons plus que nous devons défendre ce que nous valons dans la société. Nous sommes de véritables leaders d'opinion qui peuvent apporter un plus et c'est ce que nous faisons. Et qu'est-ce que vous cherchez concrètement en créant votre structure Jeunes et Vieux?
Aujourd'hui, nous sommes à la... se transforme un jour en parti politique. Voilà, j'anticipe j'anticipe votre question parce que ça tombe un peu comme un... pas comme un cheveu dans la sauce. Hein. Elle tombe à tout moment, cette question. Est-ce que vous n'allez pas vous transformer en parti politique? Madame, je vais dire des choses claires parce que nos téléspectateurs doivent... Il faut donner la réponse, parce que ça tombe à tout moment, il faut donner la réponse. Les téléspectateurs sont là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je vais répondre à ces téléspectateurs, madame. Le mouvement Jeunes et Vieux est une association sans but lucratif qui permet aux Congolais de se réunir autour des valeurs, autour des thèmes qui concernent des préoccupations d'intérêt communautaire. C'est un mouvement qui a pignon sur rue, qui s'étend sur plusieurs provinces du Congo et elle va continuer son chemin. Ça fait 3 ans, 4 ans que nous existons et les preuves de notre existence matérielle sont sur terrain. Alors, qu'en est-il de ma vision politique du pays? Madame, je suis porteur d'une pensée, d'une philosophie qu'on appelle Jeunes et Vieux, une mutualisation d'expérience, et je suis également très engagé politiquement, nous le disons. Il faut rappeler, et j'ai dit merci aux nombreux électeurs qui sont passés aux urnes pour nous accorder leur confiance. Au cours des scrutins derniers, en 2018, nous nous sommes retrouvés en indépendant avec 15 000 voix dans la circonscription de la Funa. Nous n'avons jamais caché notre ambition d'assumer des fonctions politiques dans ce pays. Mais qu'en est-il de... Est-ce que l'ASBL Jeunes et Vieux devra forcément se transformer en parti politique? Je ne pense pas. Vous le dites avec beaucoup de détermination. Je l'ai dit avec conviction. Qui est derrière vous? Madame, mais c'est vous. Ce sont tous ces Congolais qui nous suivent. Ces gens qui entendent et qui disent « Voilà un jeune qui peut apporter un plus et qui apporte un plus ». C'est vous, ces journalistes qui êtes, ou cette journaliste qui est devant moi et qui peut me poser de véritables questions et qui sert de relais pour que l'information que je donne puisse atteindre des couches qui ne sont pas à même de me rencontrer aujourd'hui. Nous pensons que la mutualisation d'expérience que nous prônons, c'est un instant de confiance et de crédibilité, pour revenir sur votre mot, qui permet à ce que nous puissions reconnaître en chacun de nous des compétences qui peuvent amener un changement. Parce que, madame, plus loin, le Congo, c'est quoi? Le Congo, c'est 2 345 000 km². Le Congo, c'est quoi? Le Congo, c'est vous et moi. Ce sont ceux qui nous suivent à la télévision, à la maison, c'est ces enseignants, ces fonctionnaires, ces militaires, ces journalistes. C'est cet ensemble de personnes qui passent leur journée à chercher un pain quotidien. C'est ceux qui se disent, tiens, nous avons réussi. Mais c'est surtout une vision. Et moi, je pense que ma vision aujourd'hui, elle n'est pas unilatérale, c'est une vision de mutualisation d'expérience. Je suis un échantillon valable de cette société qui doit se défaire de toutes les tares et écueils qui l'ont caractérisé au cours de ces 20 dernières années. Parlons de la politique à présent. Qu'est-ce qu'il représente dans un pays comme la République démocratique du Congo? Dans un pays, on voit des développements, je disais, comme la République démocratique du Congo. Madame, la politique est un domaine assez prudent pour les Congolais aujourd'hui parce que on a été désillusionné par ses effets. N'oubliez pas que pour nous, dans le Congolais lambda, auprès du Congolais lambda, quand on dit politique, il se dit, tiens, c'est du mensonge, c'est des discours fallacieux qui, pour des raisons politiques, nous connaissons un peu ce que c'est qu'être un politicien au Congo. Mais nous ne devons pas ternir l'image de ce domaine qui est noble, parce que la politique, dans l'essence, c'est la gestion de la cité. Et nous, moi par exemple, je peux vous le dire sans embâche, je suis aimanté par la politique. Je me dis que je dois être au service de ma nation. Et aujourd'hui, le débat et le combat que nous devons réaliser, c'est d'amener ces personnes qui ne comprennent peut-être pas ce que c'est que faire de la bonne politique, leur faire savoir que nous avons la responsabilité de réaliser des bonnes politiques avec des hommes et des femmes qu'il faut, à la place qu'il faut. Mesdames et messieurs, Instant D reçoit pour vous aujourd'hui Jean-Serge Onyumbe. Voilà, nous entamons à présent la deuxième partie de notre émission. On se retrouve juste après ce jingle. Voilà, nous allons à présent parler de la jeunesse.
Vous défendez quelle catégorie de la jeunesse? Madame, la jeunesse est un état d'esprit, il faut le rappeler comme ça, c'est un momentum, c'est un instant critique et toutes les sociétés du monde ont cet instant critique. Je venais de le dire, la jeunesse n'est pas un débat philosophique de 0 à 77 ans, la jeunesse c'est un moment où la société s'arrête pour se dire qu'est-ce que nous faisons de ceux qui viennent après nous, qu'est-ce que nous léguons à ceux qui viennent après nous. Qu'est-ce que nous recommandons à ceux qui nous ont vu faire? C'est aussi... étudiants. Oui, je vous écoute, madame. Parlons des étudiants d'abord, de la jeunesse estudiantine. Oui. Elle représente quoi? La jeunesse... Avec quel niveau d'enseignement? Madame, la critique, elle est forte. Nous savons qu'au niveau de la base, l'école a été trahie. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et nous savons également qu'il y a des écueils, au niveau de l'université où on a malheureusement assisté à des phénomènes sociologiques du genre points sexuellement transmissibles, les enfants d'abord, nous avons tous été à l'université, nous savons ce que c'est comme réalité, des points qui se font marchander, qui s'achètent, des syllabus qui sont vendus, ce sont des tares qui ont gangréné, qui gangrènent encore l'université au Congo. Et plus loin, la question des infrastructures et des compétences, le nombre de l'écart, les gaps qu'il y a entre les enseignants et le nombre fleuve d'étudiants est un problème. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de niveau à l'université congolaise. Nous avons des intelligences qui ne demandent que des bonnes politiques et nous soutenons justement ces bonnes politiques. Parlons de Koulouna. L'État n'y arrive même pas à le réinsérer dans la société. Pensez-vous, en tant qu'un leader, oui, être capable de relever les défis? Oui, madame, écoutez la question de Koulouna, nos chers frères et sœurs Koulouna. Plus loin, vous pourrez parler des Chégués qui fort malheureusement, qui sont catégorisés enfants de la rue. Je pense que ce sont des bonnes politiques qui manquent de foi. Pourquoi? Nous l'avions dit, le mouvement Jeunes et Vieux l'a souvent dit. Pourquoi nous ne prenons pas cette main-d'œuvre qui chôme au Congo, leur confier un espace à cultiver et en faire des agriculteurs? Demain, vous verrez que le Congo aura une société remplie d'entrepreneurs agricoles parce que nous aurons donné un métier à ces jeunes désœuvreux. Parce que souvent, qu'est-ce que ces jeunes demandent? De l'encadrement. Mais cet encadrement passe par quoi? Par une formation. On doit mettre en place une formation. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'État congolais devrait mettre en place une politique de recyclage. On doit recycler, réinsérer, réintégrer ces jeunes en leur donnant un métier, l'agriculture, au lieu de faire ce que le ministre à l'époque avait fait, Angenga ou Boulouo. Moi, je pense que c'était un manque à gagner pour le Congo. L'objectif, ce n'est pas de tuer les enfants du Congo, parce que ce sont des énergies pour le Congo. Nous devons capitaliser ce que nous avons de plus cher dans ce pays, la jeunesse. Prenons ces jeunes Koulouna, prenons ces enfants dits de la rue, mettons-le sur un champ à cultiver, sur des plantations, le plateau des Batéké est juste à côté. Mettons ces jeunes, au lieu de laisser ces terres être vendues de manière grégaire par des chefs coutumiers, sans pour autant en avoir aussi l'autorisation, nous pensons que nous pouvons prendre cette jeunesse et en faire des véritables agriculteurs. Je suis contre l'idée prônée par un député qui recommandait qu'on impose l'école militaire pour tout diplômé d'État. Je dis, ça, ce n'est pas la solution. Je suis totalement contre, madame. Le fait de porter l'uniforme ne fait pas de vous un citoyen. Je crois qu'il y a, même dans l'armée, il faut que critique oblige, des situations pas agréables. Ce dont la jeunesse a besoin aujourd'hui, c'est d'être réintégré, accepté, parce que vous ne pouvez pas miser sur une jeunesse qui ne se sent pas concernée par la politique ou les politiques mises en place par le gouvernement. Comment vous pouvez demander aux jeunes de s'impliquer dans une société où ils sont marginalisés? Ce n'est pas tout, Jean-Serge Nyombé.
les jeunes, les étudiants qui sortent fraîchement des universités et instituts supérieurs s'élancent juste après dans l'informel, faute d'emploi. Madame, l'informel... Vous avez des propositions concrètes pour cette génération? Madame, l'informel n'est pas en soi une mauvaise chose. Il faut partir des petites et moyennes entreprises, des très petites et moyennes entreprises. Maintenant, la question, c'est... Est-ce que ces petites et moyennes entreprises sont formées, sont encadrées, sont suivies? Quelles sont vos propositions? Nos propositions sont claires. Aujourd'hui, nous devons, le ministère qui est mis en place justement pour les PME, qui a la possibilité de témoigner pour que ces PME bénéficient des crédits auprès des banques, doit faire un véritable travail de terrain. Le travail de terrain, c'est quoi? Nous devons recenser, connaître qui fait quoi. Formaliser, amener ces gens à être formalisés. Et pour être formalisés, il faut un encadrement, il faut une étude sur la comptabilité, amener ces jeunes à faire la bonne gestion de leurs entreprises pour les amener à grandir économiquement parlant. C'est pourquoi, moi, en tant que leader d'opinion, je dis, le fait pour nous que nous constations au Congo que nous avons plus des diplômés qui se retrouvent obligés de vendre au petit coin avec des métiers de la débrouillardise. Certes, c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi, mais là, c'est déjà une piste pour en faire des emplois. Maintenant, il faut les accompagner avec des crédits. Il faut les accompagner avec une formation. Les banques sont là pour ça aussi. Quelle est la place de l'éducation en République démocratique du Congo quand on sait pertinemment que l'État n'alloue pas plus de 10% à ces secteurs? Madame, c'est un véritable problème. Vous savez, nous avons dénoncé le budget alloué à la recherche qui, je pense, s'élève à 0,3%. 0,3% pour la recherche. Allez-y comprendre quelle est la valeur qu'on donne à un chercheur dans ce pays. Moi, en tant que chercheur, parce que nous appartenons également à Ceviste, qui est une structure de recherche en intelligence économique, nous pensons que nous devons refaire les choses. On doit apprendre à Congolais par où on doit commencer. Et on doit commencer par la formation, par l'éducation, par l'école, par la recherche. C'est ici l'instant pour moi de rappeler à ces ministres qui sont occupés à assurer ces fonctions dans ce domaine, de prendre les choses en main. Le président de la République et le gouvernement d'ailleurs actuellement a mis en place ce qu'on appelle un budget programme. Vous savez, dans ce pays, un des soucis c'est quoi? C'est que vous avez un domaine précis, un ministère précis, mais on n'a pas de bilan. On ne sait pas évaluer quel est l'impact, quelles sont les retombées du ministère de l'enseignement, le ministère de la recherche, le ministère de l'enseignement, on dira les élèves ont fait 100%, c'est tout. Non. Pour évaluer un ministère, c'est sur base des objectifs qui lui sont assignés avant qu'il ne commence un cycle, une période. Nous devons avoir des budgets programmes, mais qui soient évaluables en termes des résultats dans la société. Et c'est à ce niveau-là que nous pourrons commencer à constater que l'enseignement progresse, que l'enseignement n'est pas qu'un slogan, la gratuité n'est pas un slogan, et ainsi de suite. Et pourquoi aujourd'hui les jeunes ne se tournent que vers la politique, la musique, le sport? Madame, détrompez-vous. Les métiers que vous citez ne sont pas des métiers faciles, s'il faut en parler en termes des métiers. Ce ne sont pas des métiers faciles. Pas assez d'emplois, le Brésil. Je préfère encore me lancer dans la musique. Madame, le Brésil. Même devenir pasteur, même si ce n'était pas ma vocation ni mon appel. Madame, faisons la part des choses entre les compétences et le goût de l'aventure. Okay, ou l'aventurisme, si vous voulez. Le Brésil, j'ai cité pour l'exemple, est plus connu dans le monde sportif. Pourquoi? Parce qu'il a misé sur des compétences de ses joueurs, de ses compétences en football, et la nation est devenue la nation du football. Je crois qu'aujourd'hui, le Congo, s'il peut avoir des talents en musique, nous disons bravo. Nous avons eu Taboulé, nous avons eu des générations comme ça, des Koffi Olomide et tout le reste. Si on peut avoir des agriculteurs, c'est bien. Et si nous pouvons avoir des bons politiques, c'est bien également. Maintenant, nous devons nous dire
quels sont les objectifs lorsqu'on vient en politique? Est-ce que, parce que la question c'est à ce niveau-là, vous voulez remettre sur la table le fait que quand on vient en politique, tiens, c'est l'argent facile. Les gens se disent que je vais en politique, j'aurai de l'argent. Non, c'est pas ça la politique. La politique, c'est plus des responsabilités, c'est de l'abnégation, c'est un moment où on se dit je le fais pour les autres. La politique, ce n'est pas se faire plein la poche. La politique, c'est être au service des autres. Vous défendez la jeunesse dans différents partis politiques ou dans différents... Et les vieux, hein, il ne faudrait pas frustrer les vieux. Hein. Nous sommes jeunes et vieux. Voilà, vous défendez les jeunes et vieux. Oui. D'accord, je suis d'accord avec vous. Alors, dans différents partis politiques ou dans différents gouvernements, les jeunes n'ont qu'un seul rôle, de faire de Djalelo. Et quand arrive le moment de placer les gens dans des postes et des décisions, ce sont les vieux qui reviennent. Y a-t-il pas un moyen de se rebeller? Oui, madame, je crois que la meilleure révolte, c'est pas sortir dans la rue. C'est quoi? C'est faire ce que nous sommes en train de faire. Clamer nos compétences et les prouver sur terrain. Parce que dans la vie, rien de tout ce qui est grand n'est facile. Ce n'est pas utile de clamer que je suis compétent. Non, nous devons faire nos preuves. Parce qu'il ne s'agit pas du jeunisme. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on est compétent. La compétence, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de formation, c'est une question d'un parcours, d'expérience. Et nous pensons que certes, il y a ce manque de reconnaissance entre les jeunes et les vieux, des vieux qui ne laissent pas la place aux jeunes. Mais c'est aussi important pour nous de vous dire qu'il est un combat de pèlerin, un combat, véritable combat de pèlerin, de constater que pour assumer des responsabilités dans un pays, vous devez faire vos preuves. Moi, je suis jeune, mais je ne prends pas la jeunesse à tout prix. Je ne dis pas jeunesse pour la jeunesse. J'ai dit compétence contre compétence. Voilà, Jean-Serge Onyumbe, nous tendons vers la fin de notre émission. Déjà? Si vous pouvez vous lever, oui. Déjà. La troisième partie de notre émission consiste à tirer une question au sort. Wow. Je vais vous demander de tirer une question. Il faut bien tirer, hein? Je n'ai pas le choix. D'accord. Voilà, vous allez lire la question en regardant la caméra et répondez. Vous n'avez qu'1 minute. 2 ans après, que pensez-vous de Billy Kambale, ministre de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté? Nene Nkoulou, ministre du Travail et Prévoyance sociale, sont-ils là pour faire échouer ou contribuer au mandat du président Félix Tshisekedi? Waouh! Je peux répondre hors micro? Non. La caméra est là. Je crois que nous avons aujourd'hui des préoccupations qui ne sont plus à prouver. Et ces préoccupations sont d'ordre humain. Nous avons des jeunes qui doivent être encadrés en termes de moralité et de citoyenneté. Nous avons également un besoin flagrant et même exagéré d'emploi, d'encadrement social, chose qui est encore un combat, un parcours à faire. Si je dois évaluer le ministre de la Jeunesse aujourd'hui, en termes de points, d'une échelle de 1 à 10, moi je lui donnerai fort malheureusement 4 parce que les résultats ne sont pas encore au rendez-vous. Et quant au ministère de la Jeunesse, de l'Emploi, je donnerai presque la même chose. Mais je précise également qu'ici, il ne s'agit pas de donner des cotations comme un professeur de mathématiques. Il s'agit de constater qu'en tant que leader d'opinion, en tant qu'homme de terrain, nous devons véritablement avoir des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Nous sommes arrivés, mesdames et messieurs, pratiquement à la fin de cette émission qui avait l'insigne honneur de recevoir Jean-Serge Onyumbe. Au revoir, on se retrouve prochainement, ça sera avec vous.